Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme ScriptNote, les mondes de l'écriture. Nous allons commencer un nouveau cours qui suit celui de l'anatomie d'une histoire. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser un peu plus précisément à l'anatomie des personnages et qu'est-ce qui fait qu'un personnage, vous s'était posé la question comment une histoire était bien construite, on va se poser la question comment un personnage peut être bien construit. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à un concept clé créé par Joseph Campbell, on va voir qui est le héros selon Joseph Campbell. Un peu d'introduction, on peut voir une photo de Joseph Campbell à droite. Euh, Joseph Campbell est ce qu'on appelle un mythologue qui a étudié les mythes à travers les différentes civilisations. C'est un Américain et qui a publié un livre fondamental qui a changé un peu toute la façon de rédiger des histoires à partir de justement qui a été appliqué, ces théories ont été appliquées directement des Star Wars. Son fameux livre, que je vous invite à garder dans votre bibliothèque et à lire évidemment, qui s'appelle Le héros aux mille visages, écrit en 1949. Qu'est-ce qu'on y trouve dans son livre? Il va analyser les structures narratives présentées dans les mythes et les récits du monde entier. Donc il a étudié des mythes qui viennent d'Amérique du Sud, donc des civilisations qui n'étaient pas proches les unes des autres, des mythes orientaux, des mythes moyen-orientaux, des mythes occidentaux, etc. Et il va, à travers ces différentes lectures, voir qu'il y a des schémas qui se répètent dans ces fameux mythes. Campbell, justement, il cherche à démontrer qu'il existe des motifs narratifs universels qui traversent les cultures et les époques, facilitant la compréhension des récits humains. En termes d'approche analytique, il examine comment les héros, malgré leurs différences culturelles, suivent des parcours similaires illustrant des luttes humaines fondamentales. Concept fondamental, c'est l'idée du monomythe. Ça, c'est le concept fondamental créé par Joseph Campbell. Campbell définit le monomythe comme un parcours initiatique commun où le héros se transforme à travers diverses épreuves. Il y a une structure répétitive. Le monomythe comprend des éléments comme l'appel à l'aventure, la confrontation avec l'ombre, on va le voir par la suite, et le retour au foyer. Chaque étape représente un aspect fondamental de l'expérience humaine. Ces thématiques universelles démontrent que cette structure est présente dans des récits allant de la mythologie grecque à des films contemporains, comme Star Wars, justement. George Lucas a été un grand lecteur de Joseph Campbell, prouvant ainsi la puissance du récit mythologique. On peut ici s'intéresser à trois mythes différents de trois civilisations différentes qui sont géographiquement très éloignées. D'abord, on en avait parlé lors du premier cours, il y a l'histoire de l'Odyssée, avec notre héros qui s'appelle Ulysse. Il y a tout d'abord l'appel à l'aventure. Après la guerre de Troie, Ulysse doit rentrer chez lui sur son île natale où l'attendent son épouse et son fils. Il doit rentrer à Ithaque. En termes d'épreuves, il va affronter des créatures mythiques comme les sirènes et le cyclope. Le climax, ça va être sa lutte contre les prétendants qui ont envahi son palais à son retour. Le fameux thème qu'on va voir par la suite, c'est le retour avec l'élixir. Ulysse retrouve sa famille et rétablit l'ordre dans son royaume. Vous voyez que dans le cours numéro 2, sur l'anatomie d'une histoire, on avait parlé du roi lion. On peut faire un parallèle entre l'histoire du roi lion avec Simba, qui va vivre différentes péripéties, et à la fin reprendre son trône. On va s'intéresser à un mythe cette fois-ci africain qui s'appelle l'épopée de Sundiata. Notre héros ici est Sundiata Keita. Il y a tout d'abord l'appel à l'aventure. Il est né avec une prophétie qui annonce qu'il unifiera un royaume de Manding. En termes d'épreuve, il doit surmonter sa maladie d'enfance, la jalousie de son demi-frère et l'exil. En termes de climax, la bataille contre le sorcier Sumoharo Kante pour récupérer son trône. Il y a enfin le retour avec l'élixir, Sundiata devient roi et établit la paix et la prospérité dans le royaume. On commence à avoir un schéma, alors que ce sont des civilisations très différentes, assez universelles. On va s'intéresser enfin à un mythe indien, le Ramayana. Notre héros ici est Rama, qui a tout d'abord l'appel à l'aventure, exilé dans la forêt avec sa femme Sita et son frère Lakshamna. En termes d'épreuve, il a la capture de Sita par le démon Ravana et la quête pour la sauver. Le climax, ça va être la grande bataille entre Rama et Ravana, le retour avec l'élixir. Rama retourne à Ayodhya avec Sita, rétablissant la dharma et la justice. Le thème central, on a parlé du monomythe, le thème central de Joseph Campbell étant le voyage du héros. Campbell a défini 12 étapes qu'on va pouvoir définir et qu'on va expliciter ensemble
Par la suite, ce sont les 12 étapes du voyage du héros. Joseph Campbell, dans Le héros aux 1000 visages, présente le monomythe comme un archétype narratif universel présent dans de nombreuses cultures, et ce modèle révèle la structure commune des récits héroïques à travers le temps et l'espace. En termes d'importance, ces étapes démontrent comment le héros fait face à des défis, se transforme. J'ai toujours insisté sur le fait que ce qui est le plus important dans un récit, c'est la transformation du personnage, voire la métamorphose du personnage, et finalement revient enrichi de sagesse et d'expérience, reflétant ainsi des thèmes universels d'épreuve et de croissance personnelle. On voit sur le petit dessin à droite, on va pouvoir définir chaque étape, les différentes étapes du voyage du héros. Tout d'abord, le héros, très rapidement, est dans son monde ordinaire. Il va y avoir l'appel à l'aventure, l'aide surnaturelle, le gardien du seuil, les défis, tentations, etc., la transformation, etc., etc. Jusqu'au retour, on appelle le retour avec l'élixir, où on va revenir à la situation d'avant avec un certain équilibre, mais ce qui a changé, c'est notre personnage. Tout d'abord, le monde ordinaire. Le héros est introduit dans son environnement habituel, ce qui permet au public de s'attacher à lui. On le montre dans sa vie ordinaire. C'est une scène de normalité avant que l'aventure ne commence. Cette mise en contexte aide à établir le contraste entre le quotidien et les aventures qui suivront, facilitant l'identification du public avec le héros. On peut voir ici à droite, au tout début, Ulysse dans l'Odyssée est présenté à Ithaque, entouré de sa famille et de ses responsabilités, illustrant sa vie avant la guerre de Troie. L'appel à l'aventure, c'est un événement perturbateur qui remet en question le statu quo du héros, lui présentant un défi ou une opportunité qui l'oblige à quitter son monde familier. L'appel crée le conflit central de l'histoire, incitant le héros à prendre une décision cruciale. On peut voir à droite, Frodon dans le Seigneur des Anneaux découvre l'anneau et se voit contraint de quitter la sécurité de la comté pour affronter un grand danger. Le refus de l'appel. Le héros éprouve des doutes et résiste à l'idée de quitter sa vie confortable, exprimant sa peur de l'inconnu et des conséquences de son choix. Ce refus humanise le héros et intensifie le suspense, renforçant les enjeux de l'histoire. Dans Harry Potter, ce n'est pas que son monde était confortable avant, mais il a une crainte quand Hagrid vient le chercher directement dans le cabanon. Harry est effrayé, il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas ce que c'est que la magie, ce que c'est qu'un sorcier, et il craint de quitter son monde normal. Arrive ensuite la rencontre avec le mentor. Le héros rencontre un personnage sage qui lui offre des conseils, des outils ou des encouragements l'aidant à surmonter ses peurs initiales. Le mentor joue un rôle clé en guidant le héros et en lui fournissant le soutien nécessaire pour accepter son appel. Par exemple, dans Star Wars 4, le Star Wars originel, Obi-Wan Kenobi devient le mentor de Luke Skywalker, lui enseignant les voies de la Force et préparant Luke pour l'aventure à venir. Étape numéro 5, le passage du premier seuil. Le héros prend la décision de s'engager dans l'aventure et franchit le premier seuil vers le monde nouveau, marquant ainsi son entrée dans l'inconnu. Ce moment clé représente le début de la transformation du héros et de l'exploration des nouveaux défis. Dans le monde de Narnia, les enfants, justement, entrent dans Narnia. Il y a cette fois-ci un seuil physique, parce que pour rentrer dans le monde de Narnia, ils traversent l'armoire. C'est vraiment ici, il y a un seuil qui est physique. Le seuil n'est pas forcément physique, il peut être symbolique. Et ils vont découvrir un monde fantastique, plein de dangers et de merveilles. Étape numéro 6, ça va être les épreuves, les alliés et ennemis. Le héros fait face à une série d'épreuves et de défis en rencontrant des alliés et des ennemis qui influenceront son parcours. Cette étape enrichit l'intrigue et le développement des personnages, augmentant la tension et les enjeux du récit. Dans le Hobbit, Bilbo rencontre des trolls, des elfes et d'autres créatures, tout en se faisant des alliés comme Gandalf et des nains. Étape numéro 7, l'approche de la caverne. Le héros et ses alliés se préparent à affronter le danger majeur, souvent en prenant conscience des défis qui les attendent. Cette préparation intensifie le suspense et accentue l'importance de la prochaine épreuve. Dans le Seigneur des Anneaux, la communauté se dirige vers le Mordor, conscient du danger imminent qu'ils vont affronter. On voit ici Frodon et Sam qui sont littéralement aux portes du Mordor et on est vraiment
ils arrivent presque à destination, mais c'est le moment le plus dangereux. Étape numéro 8, arrive enfin l'épreuve suprême. Le héros affronte le défi le plus difficile, souvent une confrontation directe avec un antagoniste ou un grand danger. Cette épreuve ultime teste les compétences, la bravoure et la croissance du héros, le poussant à ses limites. Harry Potter, c'est particulier Harry Potter parce que c'est une série, mais on va parler de la toute fin d'Harry Potter, donc Harry Potter 8 pour les films ou Harry Potter 7 pour les romans. Harry Potter finit par affronter Voldemort dans une bataille décisive, mettant en jeu son destin et celui de ses amis. Étape numéro 9, la récompense. Après avoir surmonté l'épreuve, le héros obtient une récompense, que ce soit un trésor, une nouvelle connaissance ou une réalisation personnelle. Cette récompense souligne les sacrifices du héros et leur apporte une validation pour ses efforts. Dans le Hobbit, Bilbo trouve un trésor et découvre sa propre bravoure en surmontant ses peurs. Étape numéro 10, le chemin du retour. Le héros doit retourner à son monde d'origine, souvent confronté à des obstacles supplémentaires qui testent son développement. Ce retour marque une nouvelle phase de l'aventure où le héros doit appliquer ce qu'il a appris. Ulysse doit naviguer à travers des dangers, y compris des monstres et des tempêtes, pour entrer chez lui à Ithaque. On voit ici Ulysse attaché pour résister au merveilleux chant des sirènes, qui peut être fatal à tout homme. On arrive quasiment à la fin. Étape numéro 11, la résurrection. Dans cette étape culminante, le héros fait face à une dernière épreuve, souvent symbolique, qui le transforme définitivement. La résurrection symbolise le renouveau et la maturation du héros, qui en ressort plus sage et plus fort. Dans Star Wars, Luke doit affronter son père, Vader, en anglais, Darth Vader, comme on dit en anglais, ou Dark Vador en français, en mot français, ce qui n'est pas français non plus. Une épreuve qui teste tout ce qu'il a appris. Enfin, dernière étape, le retour avec l'élixir. Le héros revient chez lui avec une récompense ou une sagesse qu'il partage avec sa communauté, apportant un changement positif. Ce retour conclut le cycle du héros, soulignant l'impact de son voyage sur lui-même et sur son environnement. Simba revient dans le royaume et rétablit l'ordre après avoir appris de son voyage et surmonté ses peurs. Alors, ce modèle du voyage du héros, on peut en voir aussi certaines limites. On va essayer de voir comment ça a évolué depuis 1949. Le héros, tout d'abord, le héros n'est pas simplement que le héros de type marvelien. Ce modèle du voyage du héros en 12 étapes, on peut l'appliquer tout simplement pour un personnage n'ayant aucun pouvoir, mais pareil, ça peut être par exemple, tout simplement un fonctionnaire qui découvre un nouveau monde qu'il ne connaissait pas auparavant. On peut lui faire en sorte qu'il passe par les mêmes 12 étapes, sans qu'il y ait rien de magique, etc. Ce n'est pas forcément lié au héros au sens super pouvoir ou surnaturel. Ça, c'est la première chose. Mais la théorie a aussi beaucoup évolué depuis. Depuis la publication du héros aux 1000 visages, en 1949, la théorie du monomythe a influencé, comme on l'a dit, de nombreux auteurs, cinéastes et théoriciens du récit. Je vous l'ai dit, Harry Potter, Star Wars s'appuient sur ces principes-là. Il y a plein de dessins comme ça, vous pouvez les retrouver sur Internet, où on voit l'équivalence entre Harry Potter, Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Depuis, il y a de nouvelles interprétations qui ont émergé, qui vont intégrer des perspectives contemporaines sur la diversité et les identités culturelles. Je vous ai dit, la problématique de cette théorie, c'est qu'il peut y avoir des limites si on applique ce schéma à la ligne. C'est que justement, bien que la théorie de Campbell soit puissante, elle a été critiquée pour son approche universelle qui peut parfois ignorer tout d'abord les spécificités culturelles et individuelles. Certains critiques soutiennent qu'elle peut mener à une simplification excessive des récits, et c'est le risque, en réduisant la richesse de l'expérience humaine à un schéma narratif rigide. Notre objectif à nous, c'est d'avoir en tête des théories, de les comprendre, de les maîtriser, de les appliquer, pour pouvoir les dépasser. Le but, c'est nous ne sommes pas, en tant qu'auteurs, des robots, des machines qui appliquons bêtement un algorithme donné. Notre but, c'est de comprendre ces théories, de les appliquer une ou deux fois, puis à nous, en tant qu'auteurs, d'être originaux et de changer, in fine, d'adapter ces thématiques-là.
On a parlé depuis le tout premier cours d'archétypes, on en avait parlé sur le premier cours, on va revenir sur les fameux archétypes selon Joseph Campbell. Pour rappel, un archétype, c'est un modèle universel de personnage ou de situation que l'on retrouve dans les récits à travers le monde. On en avait même parlé que c'était le psychanalyste Carl Jung qui avait parlé d'inconscient collectif et d'archétypes, qu'il y a dans toutes les civilisations des archétypes qui reviennent, des personnages types dans tout type de récit. Les archétypes structurent le voyage du héros et les interactions entre les personnages. On a parlé du héros, mais il y a aussi le mentor, on en a parlé, il y a l'ombre, etc. Donc on va essayer maintenant de définir ces différents archétypes. Donc le héros, c'est le personnage, vous l'avez compris, le personnage central de l'histoire, souvent en quête de changement et de vérité ou d'accomplissement. Il va traverser une série d'épreuves qui vont, j'insiste encore, le transformer. On peut avoir en tête Ulysse dans la mythologie grecque ou Simba dans le Roi Lion. Le mentor, c'est un guide ou un enseignant qui aide le héros à comprendre son potentiel ou à surmonter ses obstacles. Petite anecdote, mentor, à l'origine, est le nom d'un personnage. C'est un personnage qui guide et soutient Télémaque dans l'Odyssée. Et c'est de là qu'est resté le mot mentor. Mais à l'origine, c'est le nom d'un personnage. Le mentor transmet la sagesse et les outils nécessaires au héros. On a Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux ou Dumbledore dans Harry Potter. C'est le fameux archétype du vieillard barbu et sage, qui est un archétype assez ancien qu'on peut faire remonter à Socrate, où il y a une forme de voire Platon ou Aristote, où l'homme, le vieillard barbu et blanc représenterait une forme de sagesse. Il y a évidemment l'ombre. L'ombre, on en a parlé tout à l'heure d'antagoniste, c'est la force opposée au héros, souvent une incarnation des peurs ou des doutes intérieurs du héros. Il va représenter le conflit principal poussant le héros à évoluer. On peut avoir en tête évidemment Dark Vador dans Star Wars ou Voldemort dans Harry Potter. Il y a les alliés. Les alliés, ce sont les compagnons, qu'ils soient un ou plusieurs, qui soutiennent le héros dans son voyage. Ils apportent des compétences complémentaires et aident à surmonter les obstacles. Sam dans Le Seigneur des Anneaux, Ron et Hermione dans Harry Potter. Il y a le héros, où on parle aussi de messager. Un messager, ça peut être un messager ou un événement, qui annonce l'appel à l'aventure du héros. Il est très important, le personnage du messager, du héros. L'idée, ça va être de déclencher la quête et pousser le héros à sortir de sa zone de confort. Au tout début du Star Wars 4, donc le premier, donc Un Nouvel Espoir, c'est R2D2 qui va apporter l'appel à l'aide de Leia, ou l'ours blanc dans le monde de Narnia. Il y a le gardien du seuil. On vous avez dit que tout à l'heure qu'on pouvait franchir le seuil. Le seuil, justement, ça va être l'endroit le plus dangereux. C'est l'obstacle initial, ici le gardien de ce fameux seuil, que le héros doit surmonter avant d'entrer dans l'inconnu. Le gardien du seuil va tester la détermination du héros et lui faire prendre conscience des dangers à venir. On peut avoir en tête Cerbère dans la mythologie grecque, les trolls de la montagne dans le Hobbit. Par ailleurs, Cerbère a aussi été utilisé dans le premier Harry Potter, où il gardait la fameuse pierre philosophale. Le personnage du caméléon, qui est un des archétypes les plus intéressants en termes d'auteur et en termes d'écriture. Alors vous voyez, si vous êtes assez fan comme moi de la saga Harry Potter, on voit ici le professeur Rogue à un moment clé de l'histoire, et le professeur Rogue représente clairement l'archétype du caméléon. Qu'est-ce que c'est que le caméléon ? C'est un personnage dont les intentions sont ambiguës, qui peut changer de camp ou de forme. On ne sait pas s'il est du côté du protagoniste ou de l'antagoniste, il y a une ambiguïté par rapport à ses intentions. Il va introduire du doute et du mystère, parfois un allié, parfois un ennemi. Donc on a évidemment Severus Rogue et on a le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a l'archétype du farceur. Le farceur, c'est un personnage qui perturbe l'ordre établi, souvent en utilisant la ruse ou l'humour. Il va apporter des moments de légèreté ou créer des complications inattendues. On peut citer Loki dans la mythologie nordique, ou plus tard dans l'adaptation américaine et marvelienne de Loki, en fait,
ou Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, qui est à la fois le protagoniste et le farceur. On voit une représentation à droite de Loki. On peut aussi se poser la question de l'évolution des archétypes dans les récits modernes. Encore une fois, l'idée, c'est on apprend ensemble des théories, mais on est toujours dans une approche créative, dynamique. Il ne faut pas rester figé sur un modèle. Encore une fois, ce qui va faire le grain de vos histoires, ça va être votre touche d'originalité, ce que vous apportez, votre vision du monde, et non pas un schéma basique. Les archétypes traditionnels évoluent aujourd'hui avec des personnages qui remettent en question les rôles prédéfinis. Par exemple, il y a maintenant l'archétype du anti-héros. Donc en gros, c'est le protagoniste qu'on suit, mais qui ne représente pas forcément des valeurs positives. Et on peut avoir aussi des mentors défaillants. C'est-à-dire qu'on suit au début quelqu'un en qui on avait confiance et qui se révèle finalement plus problématique qu'on ne le croyait. On peut avoir par exemple Deadpool, le personnage de Deadpool en anti-héros, ou Arya Stark, qui sont des héros un peu plus complexes. Arya Stark, pourquoi ? Parce qu'elle va utiliser, pour arriver à ses fins, des moyens peu positifs par la suite. Les archétypes, eux, restent évidemment pertinents, mais s'adaptent au récit moderne pour refléter la diversité et les nouvelles dynamiques sociales. On va voir différents types de figures, notamment, dans un premier temps, on va s'intéresser aux figures symboliques et en quoi ils peuvent nous intéresser quand on écrit des personnages. Tout d'abord, il y a les figures historiques. Les figures historiques permettent de bâtir des personnages ancrés dans le réalisme tout en symbolisant des idéaux universels. Ça peut être inspiré de leaders, de rebelles ou des idéologues, et en gros, ces personnages incarnent des archétypes forts tels que la tyrannie, le sacrifice, la conquête ou l'idéalisme. L'idée, ça va être de donner au personnage une profondeur historique qui évoque au sein du public des références reconnaissables et qui intensifie l'impact du récit. On peut avoir en tête, en termes de figure historique, la figure du conquérant. Le conquérant symbolise l'ambition, la conquête et la domination. On peut être inspiré par des figures comme Alexandre le Grand, Napoléon ou César, et le conquérant est souvent prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Quelle adaptation moderne ? On en a parlé auparavant, on a Walter White dans la série Breaking Bad, qui commence comme un professeur humble, mais son ambition le transforme en conquérant impitoyable dans le monde du crime. On a Thanos qui est déterminé à imposer son ordre sur l'univers, rappelant les conquérants cherchant à imposer une idéologie universelle. On a en termes de figure historique le martyr. Le martyr incarne, qui est aussi à la fois une figure historique et une figure religieuse, qu'on va voir par la suite. Le martyr incarne le sacrifice personnel pour une cause supérieure. On peut être inspiré ici par des figures comme Jeanne d'Arc ou Socrate. Justement, le martyr renonce à sa propre vie ou bonheur pour des idéaux. On peut avoir en tête Maximus dans le film Gladiateur, qui va sacrifier sa vie personnelle pour défendre ses valeurs et honorer sa famille. Harry Potter, à la toute fin, justement, il est prêt à mourir pour sauver les siens. Par ailleurs, il va vraiment mourir. Il y a la figure du tyran. Le tyran est une figure d'oppression et de cruauté. Le tyran utilise la peur et le pouvoir pour contrôler les autres. Inspiré de figures comme l'empereur romain Caligula, voire Néron, pour avoir d'autres empereurs, il y a eu pas mal d'empereurs pas très sympas du côté de l'Empire romain, où on peut aussi voir la figure du mal absolu à travers Hitler, qui incarne les abus de pouvoir, et voire la destruction de l'humanité. En exemple narratif, on peut avoir Scar dans Le Roi Lion, qui va utiliser la trahison et la manipulation pour s'emparer du pouvoir. On peut voir une photo à droite de ce détestable Geoffrey Baratheon, qui représente l'arbitraire et la violence des jeunes tyrans. Il y a la figure de l'idéaliste. L'idéaliste est animé par des valeurs de justice ou de progrès. Il peut être utopiste et prêt à tout pour ses convictions. Et il peut être inspiré par exemple par des figures historiques comme Che Guevara, Gandhi, voire Martin Luther King ou Malcolm X. En termes d'adaptation cinématographique,
On a Atticus Finch dans le film To Kill a Mockingbird, qui va défendre ses principes même face à l'adversité, symbolisant l'idéal de justice. À droite, on voit une représentation du personnage de V, adaptation du comics du même nom, V pour Vendetta. V, justement, cherche à détruire un régime tyrannique pour offrir la liberté au peuple. On a parlé du martyr, on va revenir justement, il y a aussi les figures religieuses. Les figures religieuses confèrent au personnage un caractère sacré, mystique ou prophétique. En s'inspirant de figures comme le prophète, le rédempteur ou le sage, on renforce des thèmes de foi, d'éthique et de quête spirituelle. Notre objectif ici est d'établir un lien émotionnel et spirituel avec les spectateurs, voire les lecteurs, pour toute audience, à travers des personnages symbolisant la sagesse ou la rédemption. L'archétype du prophète, le porte-parole d'un idéal ou d'un futur inévitable. Inspiré de figures bibliques comme Moïse ou d'autres visionnaires, le prophète annonce un changement ou un destin. On peut penser à Paul Atreides dans Dune, qui est un élu messianique destiné à diriger un peuple. Évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, mais il incarne la figure du prophète et il va pouvoir changer le cours de l'histoire. Dans la saga Matrix, il y a Morpheus, un guide qui annonce la venue de Neo comme sauveur. On voit une représentation ici de Paul Atreides dans Dune 2, de Denis Villeneuve. Ici, Paul devient, par un jeu politique de grande ampleur, le prophète et l'élu. Le Rédempteur. Le Rédempteur est l'incarnation de la rédemption et du sacrifice pour le bien commun. Il est inspiré par Jésus ou d'autres figures de sacrifice. Dans Matrix, Neo va sacrifier sa vie pour libérer l'humanité, incarnant la rédemption et le sauveur. Aslan, dans le monde de Narnia, se sacrifie pour sauver les innocents, ici symbolisant le Christ. Il y a la figure du sage, la figure de sagesse ou de guidance morale, inspirée de philosophes ou de guides spirituels comme Bouddha ou Lao Tse. Par exemple, on a Yoda dans Star Wars, qui est le maître spirituel qui enseigne la paix et la maîtrise de soi. Dans Harry Potter, on a Dumbledore, sage et mentor, qui est un guide moral et spirituel. On a la figure du sacrifié, personnage qui se sacrifie pour sauver d'autres, inspiré par des figures religieuses ou spirituelles. Obi-Wan, dans Un Nouvel Espoir, se laisse tuer pour guider Luke dans sa quête. On a dans A Tale of Two Cities le personnage de Ciné Carton qui meurt pour donner une seconde chance aux autres. On voit ici une représentation et la photo au moment où Obi-Wan se sacrifie. Donc on a vu les figures historiques, les figures religieuses, on peut aussi s'inspirer de figures animales. Il y en a différents types. Il y a le renard. Le renard va symboliser la ruse, l'intelligence et la capacité à se tirer des situations complexes. Dans les récits, les personnages renards savent manipuler leur environnement et leur entourage grâce à une grande agilité d'esprit. On peut avoir en tête Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Justement, comme le renard, il emploie une stratégie méticuleuse pour se venger et manipule ceux qui l'ont trahi. Dans Game of Thrones, on a le personnage de Littlefinger, qui est un politicien rusé. Il va utiliser des intrigues pour grimper dans les rangs et influencer les autres dans un environnement de complot. On peut aussi penser à Sherlock Holmes, qui est un détective rusé qui incarne l'intelligence analytique et la capacité à démêler des mystères complexes, utilisant son esprit vif pour déjouer ses adversaires. On voit à droite une représentation de Dantès qui vient de s'échapper ici du château d'If où il a été emprisonné pendant 20 ans et il va pouvoir se venger de ses ennemis de façon très méticuleuse et très réfléchie. On a le personnage du serpent. Le serpent incarne la tromperie et la transformation. Les personnages inspirés par le serpent sont manipulateurs et capables de changer de peau pour servir leurs intérêts, souvent avec une intention cachée. On peut penser à Othello, personnage manipulateur, qui incarne la perfidie du serpent, persuadant Othello de douter de la fidélité de Desdémone. Je parle évidemment de Iago dans Othello, la pièce de Shakespeare. Il y a Grima Wormtongue dans Le Seigneur des Anneaux, qu'on voit à droite, qui est un conseiller sournois de Théoden, qui manipule et empoisonne l'esprit de son roi par la ruse. On a dans Le talentueux Monsieur Ripley, le film ou le roman, le maître du déguisement et de la manipulation, il se transforme pour infiltrer des cercles de pouvoir et cache sa vraie nature.
Sur Wolverhampton, si on le voit sur l'image à droite, vous voyez que son apparence s'accorde avec sa personnalité. Il a un côté assez, entre guillemets, serpentin. Il y a le personnage de l'ours. L'ours était souvent perçu comme un protecteur puissant, à la fois doux et féroce. Les personnages ours sont forts et loyaux, prêts à tout pour défendre ce qu'ils aiment, mais aussi capables d'une grande brutalité face aux menaces. Par exemple, Hagrid dans Harry Potter, c'est un doux géant, il protège Harry et ses amis tout en possédant la puissance brute d'un ours pour repousser les dangers. On a Brienne de Tarth dans Game of Thrones, qui est une guerrière imposante. Elle est à la fois protectrice et dangereuse pour quiconque menace les personnes qu'elle sert. Dans la série Les Sopranos, en tant que chef de la mafia, Tony incarne la force et la protection envers sa famille et son entourage. Bien qu'il soit un homme d'affaires impitoyable, il montre aussi un côté vulnérable et émotionnel, surtout dans ses relations avec sa famille. Sans spoiler, vous verrez qu'à un moment dans la série, il y a même un ours qui apparaît à un moment donné de la série. Mais je ne spoil pas, je vous invite encore une fois à faire pause et à vous lancer sur toute la série Les Sopranos. Enfin, il y a le personnage du lion. Le lion symbolise le courage et la royauté. Le lion incarne la noblesse et la bravoure. Les personnages inspirés du lion sont souvent des leaders qui guident et inspirent avec honneur et force morale. On peut avoir en tête Aragorn du Seigneur des Anneaux, un héros noble et courageux. Il représente la figure du roi sage et déterminé à défendre son royaume. On a parlé du film To Kill a Mockingbird, pareil, allez le voir, avec le personnage d'Atticus Finch, figure morale et courageuse, il incarne la justice et la force tranquille en défendant des idéaux nobles face à l'adversité. On a déjà parlé de Maximus, évidemment, pareil. Il y a le personnage, pour terminer, le personnage de l'aigle. L'aigle symbolise la vision, la hauteur et la liberté. Les personnages inspirés de l'aigle sont souvent des visionnaires capables de voir plus loin, portant une mission ou une cause noble, parfois au-dessus des normes établies. On peut avoir en tête Jon Snow, son rôle de protecteur des sept royaumes fait de lui un visionnaire prêt à s'élever au-dessus de ses propres désirs pour le bien commun. Le personnage de Morpheus dans Matrix, ou plus particulièrement de Gatsby dans Gatsby le Magnifique, justement bien qu'humain, son ambition, on voit à droite, et sa quête de liberté personnelle incarne la nature de l'aigle, prêt à s'élever vers ses idéaux, même au prix de sa vie. Enfin, on arrive sur un autre type de figures, qui sont les figures mythologiques. Les figures mythologiques proviennent de diverses cultures et racontent des histoires de dieux, de héros et de créatures légendaires. Elles représentent souvent des concepts universels, tels que le pouvoir, l'amour, la sagesse ou le sacrifice. S'inspirer des figures mythologiques permet justement de donner de la profondeur et de la symbolique à ces personnages en les connectant à des récits et des thèmes universels. Il y a en figure mythologique évidemment Zeus. Zeus est le dieu du ciel et le souverain de l'Olympe, symbolisant la puissance, l'autorité et la justice. On peut voir différentes interprétations du personnage de Zeus. Albus Dumbledore, figure paternelle et sage, il agit comme un guide et un protecteur avec une autorité indiscutée. Il est d'autant plus le souverain, non pas de l'Olympe, mais il est le souverain de Poudlard, parce qu'il est le directeur de l'école. Il y a le personnage de Jor-El, père de Superman, qu'on voit à droite ici avec une incarnation qui a marqué celle de Marlon Brando. Il représente le mentor idéal qui donne à son fils les outils pour comprendre et utiliser ses pouvoirs. On peut penser aussi à Mufasa, un roi sage et protecteur qui incarne les valeurs de responsabilité et de force. Il y a Athéna, qui représente la sagesse et la stratégie, et la guerre juste. Elle est souvent associée à la protection des héros et des cités. On peut penser à Hermione Granger dans Harry Potter, elle incarne la sagesse, justement l'intelligence, qui va utiliser ses connaissances pour résoudre des problèmes complexes. On peut aussi penser de façon encore plus marquante à Katniss Everdeen dans Hunger Games, dont on voit une photo à droite, qui est une stratège brillante qui utilise son intelligence pour surmonter des obstacles et protéger celles qu'elle aime. Et enfin aussi à Leia Organa dans Star Wars, une leader, on va dire, astucieuse et stratégique, qui montre un équilibre entre force militaire et sagesse diplomatique. Hercule est le symbole de la force et de la bravoure, qui est souvent confronté à des épreuves qui testent son caractère et sa détermination. Il y a Superman, évidemment, qui ressemble plus à Hercule, de par sa force surhumaine. Il incarne le héros idéal, utilisant ses pouvoirs surhumains pour protéger l'humanité tout en faisant face à des dilemmes moraux et des sacrifices personnels.
Il y a, d'un autre point de vue, Spider-Man, cette fois-ci du côté de chez Marvel. Son sens du devoir et son sacrifice pour protéger New York en font un héros moderne exemplaire. On peut penser à d'autres types de héros, qui sont plus des action héros comme on dit. John Wick, un héros tragique, sa quête de vengeance le pousse à affronter de nombreux défis, soulignant le sacrifice personnel pour l'amour perdu. On voit une photo ici avec John Wick, où il y a plein d'armes autour de lui. Comment va-t-il s'en sortir? Il y a le personnage de la Méduse. Méduse, autrefois belle, a été transformée en monstre. Elle représente la transformation, la douleur et la vengeance. Son regard pétrifie. Rappelez-vous, hein, la Méduse, si vous la regardez dans les yeux, vous vous transformez en statue. Ceux qui la regardent symbolisant le pouvoir destructeur de la douleur. On peut penser à Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Elle passe de victime à conquérante avec le pouvoir de pétrifier, entre guillemets, ses ennemis par sa détermination. On peut penser, en termes de film d'animation, à La Reine des Neiges avec Elsa. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et à accepter son identité, représentant sa transformation positive. On peut penser aussi à Harley Quinn. Son personnage symbolise une transformation radicale d'une psychiatre à une anti-héroïne puissante, inspirée par la douleur et le rejet. Enfin, on va parler des figures allégoriques. Les figures allégoriques représentent des concepts abstraits, souvent incarnés par des personnages permettant d'explorer des thèmes complexes dans la narration. Elles servent de métaphores puissantes pour aborder des enjeux moraux, sociaux et psychologiques. Il y a l'allégorie de la justice. La justice est fréquemment symbolisée par des personnages qui incarnent l'équité, l'impartialité et la lutte contre l'injustice. On peut avoir en tête Harvey Dent ou Double Face, Two-Face en anglais, dans le film The Dark Knight, qui est l'incarnation de la dualité entre justice et vengeance. Voilà le personnage de Harvey Dent à droite sur l'image. Vous voyez qu'entre parenthèses, ici, il est filmé entre ombre et lumière, qui représente la dualité entre justice et vengeance. On peut penser aussi à Matt Murdock dans Daredevil, que ce soit le comics ou les séries Netflix, qui est un avocat le jour et justicier la nuit. Il incarne le combat pour la justice dans un système qui est, lui, défaillant. Il y a évidemment la mort. La mort est souvent représentée comme une figure allégorique qui évoque la fin de la vie, le passage vers l'au-delà et les conséquences de la mortalité sur les vivants. Les personnages qui symbolisent la mort peuvent incarner la fatalité, la fin inéluctable ou encore le changement. On peut, évidemment, il y a des exemples très frappants comme Voldemort, qui représente évidemment la mort, physiquement, mais on peut avoir d'autres représentations. Dans Breaking Bad, la série, on peut penser aux jumeaux Salamanca. Ces personnages symbolisent la mort à travers le rôle de tueurs impitoyables. Dès qu'ils passent, on comprend qu'ils vont faire que des dégâts vont être commis. Et ils incarnent l'inévitabilité de la violence et les conséquences tragiques des choix des personnages principaux. Plus récemment, dans le film d'animation Le Chapeauté 2, il y a le personnage du loup. C'est un personnage mystérieux qui représente la mort sous les traits d'un chasseur implacable, rappelant au héros l'importance de vivre pleinement et de faire face à ses peurs. Voldemort, vous comprenez, c'est assez clair. Mais sur le personnage du loup, si vous n'avez pas vu Le Chapeauté, c'est vrai qu'ils ont réussi à faire en sorte que ce personnage soit particulièrement inquiétant et effrayant. Enfin, il y a l'allégorie de la sensualité ou de l'érotisme. La sensualité évoque le désir, l'attrait physique et l'interaction émotionnelle entre les personnages. Les figures féminines qui symbolisent la sensualité incarnent souvent les thèmes de passion, de séduction et de l'exploration des relations intimes. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi, quand j'étais petit, je me rappelle encore aujourd'hui du personnage de Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, le film culte par Bob Zemeckis. Jessica Rabbit est littéralement une icône de la sensualité, à la fois séduisante et complexe. Son allure glamour et sa personnalité intrigante illustrent la passion et le désir, tout en jouant sur les stéréotypes de la femme fatale. On peut penser aussi dans la série Mad Men, encore une fois, si vous n'avez pas vu cette série, faites pause et allez binge-watcher directement la série Mad Men. Le personnage de Joanne Holloway, qui ressemble peu ou prou au personnage de Jessica Rabbit, incarne la sensualité avec son charisme et sa beauté. Son personnage évolue dans un monde où elle utilise son attrait pour naviguer dans une culture professionnelle dominée par les hommes,
tout en cherchant à obtenir reconnaissance et respect. On pense aussi à Sharon Stone dans Basic Instinct. Catherine est une femme séductrice qui utilise son intelligence et sa sensualité pour manipuler les hommes autour d'elle. Son personnage soulève des questions sur le désir, le pouvoir et les conséquences d'une sexualité libérée. Voilà tout, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour le prochain cours.